Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 22 de C'est qui en pôle. Comment ça va Steph ce soir? Et ça va très bien. Comme je savais que j'étais un gros usurpateur concernant le Moto 2 et le Moto 3, euh, nous avons fait appel à quelqu'un de compétent, Ouais, en la personne de Thomas, ouais. euh, qui nous a rejoint. On le remercie 1000 fois, 10 000 fois, 10 Merci. exposants 6. Bonjour à tous et enfin bonjour à vous deux et puis merci surtout de m'inviter. C'est pas à toi de me dire merci, c'est à moi. Tu verras après. Bon bah alors oui, vous l'avez peut-être pas reconnu, puisque pour le moment il n'a que parlé, mais c'est donc Thomas du site Off Bike qui va avec nous durant cet épisode débriefer sur la saison Moto 2, Moto 3. Alors Thomas, une petite présentation rapide de toi d'abord. Ouais. Alors Thomas Morcellino, je suis donc journaliste freelance sur les grands prix et sur le Superbike. Je suis collaborateur de Moto Revue. Je travaille aussi pour les deux sites officiels. Et voilà. Donc du coup, je fais quelques photos. J'anime toujours ma page Facebook et mon compte Twitter. Excuse-moi de te couper, le site officiel, tout le monde n'aura pas compris. Oui, MotoGP.com et worldsbk.com. Excusez du peu, hein, excusez-moi. Donc sur les parties françaises, voilà. Je travaille aussi pour quelques pilotes. Je m'occupe un peu des communiqués de presse. Je travaille en collaboration avec Loris Baz notamment. Mhm. Donc puis voilà. Donc je touche un peu à tout. Est-ce que vous avez décidé de lancer du merchandising avec du saucisson de taureau, par exemple? Je pensais, hein. Non, Non pas comme avec Lorenzo ou autre. Non. D'accord. On reste Pas prévu. soft. Non, Ok. on reste soft, ouais, effectivement. Bon, donc qu'est-ce qui t'a amené sur justement la course moto en général et surtout de participer entre guillemets à relayer les infos sur les courses moto? En quelques mots, j'ai toujours aimé la moto depuis que je suis petit. Premier Grand Prix, donc là, moi j'ai 32 ans. J'ai fait mon premier Grand Prix en 94, c'était au Grand Prix de France au Mans, avec mon père qui m'a initié à ça. Et depuis, j'ai accroché. J'ai toujours voulu travailler dans la moto. J'ai fait mes études de telle sorte à vouloir travailler dans la moto. Mhm. Et j'ai pas réussi. Donc du coup jusqu'au bac+5 j'ai pas trouvé de poste soit en télémétrie dans l'ingénierie en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mhm. Et donc j'ai continué dans une thèse en informatique et j'ai terminé. Et après cette thèse j'étais un peu frustré, donc je me suis mis à créer un site web pour parler un peu des infos, de pouvoir débriefer, de pouvoir faire des analyses ou autres. Donc j'ai créé Off Bikes. À l'origine, c'était avec une collègue qui s'appelle Lynn. Oui. Et puis on avait travaillé ensemble au début. Lynn, pour des obligations un peu plus professionnelles, et c'est un peu dégagé du projet. Mhm. Moi, j'ai essayé de tenir bon, et puis voilà. Donc de fil en aiguille, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, t'arrives à trouver, à te faire une petite place dans le paddock, même si c'est pas forcément simple, mais t'y arrives. Voilà. Alors, une petite place peut-être, mais t'es quand même assez bien placé pour faire de belles photos. Ouais, l'avantage d'être accrédité puis de pouvoir d'être sur les grands prix, c'est de pouvoir justement prendre quelques photos. C'est vrai que je suis passionné par la mécanique, donc de pouvoir approcher les motos de près, de pouvoir regarder un peu les détails, voir les choses que les gens ne voient pas forcément quand on fait des photos en bord de piste. Donc j'aime bien analyser tout ça, quitte à prendre n'importe quoi et après les analyser chez moi, essayer de voir ce que c'est, voir Mhm. ce que j'ai pris en photo ou autre. Des fois on tombe sur des surprises, on a pris une photo, on sait pas du tout ce que c'est, puis en fait on tombe sur quelque chose un peu soit secret, soit nouveau, et donc ça c'est vraiment intéressant. Donc Le voilà. mapping 8, par exemple. Non, ça justement, non, T'as ça, pas, non, non, t'as pas du pas le tout. bouton spécial. En fait, Non, c'est un mais alors, frein à main, hein. j'ai pris des photos des boutons, mais après non, c'est ça, on sait pas ce que c'est. Enfin si Non, on sait. mais plus sérieusement, on encourage tout le monde qui nous écoute à aller sur le compte Twitter @offbikes au pluriel, hein, Oui, c'est ça. parce qu'il y a des photos. Pour le reste, c'est de la tech porn Oui, c'est qui ça, est Ouais, exactement. ouais, pris c'est. adoubé par nos roast beef de journalistes là, dont je me souviens plus. Est-ce que c'est Emmett le nom de Ouais, famille David dessus? Abed, c'est Ouais. un très David bon Emmett. Ouais. journaliste. Ah oui, et On puis de toute s'entend très façon, bien, on se partage des infos. les journalistes UK, ils sont top, hein. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, Ouais. ça vaut son pesant de cacahuètes. Je ne veux pas dénigrer les Français, c'est pas mon propos, mais les Anglais, il y a un truc en plus, un peu comme avec le foot, quoi. Ils sont un peu barges. Bah, il faut, en tout cas, ouais, c'est surtout sur la page Facebook où tu passes pas mal de photos quand tu reviens justement Oui. des grands prix et c'est toujours super chouette. Moi, j'ai deux têtes comme ça, deux photos de pilotes. Pour le coup, c'est pas des photos techniques, mais c'est une photo de Maria Herrera que tu as prise et que je trouve vraiment très très chouette
puisqu'elle elle est dans le paddock et j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien. Et il y a Déjà, aussi... il y a des bonnes lumières, et excuse-moi de te couper, il y a les bonnes lumières, et ça s'invente pas hein, en photo, Ouais. et les bonnes focales pour faire des putains de portraits, quoi. Parce qu'il n'y a Ouais. pas que des pièces mécaniques, il y a des humains aussi, et les deux Non, c'est sont vrai. bien mis en valeur, ouais, Exactement. clairement. Et t'avais fait une super photo de Petrucci aussi, je me rappelle. Alors, je sais plus sur quel Grand Ah, Prix. quand il me fait signe, Ouais, enfin c'est quand il ça, ouais, sourit. quand il sourit, ouais. Et j'ai trouvé Ouais, qu'elle ça était vraiment sympa, quoi. c'était en Autriche. Bah, l'avantage Mm. de faire des photos, bah, tu parlais de lumière, Stéphane, c'était Mm. quand tu prends des photos, des fois, moi j'évite de mettre le flash le plus Ah souvent oui, possible. mais c'est pour ça que je parlais de la qualité de ta lumière, c'est que c'est de l'ambient light, Ouais. Et et ça j'essaye. se fait pas comme ça, hein. Non, c'est pas évident, mais des fois, tu vois, Ouais. pour attirer un peu l'attention, tu mets un flash pour justement que le Ah, pilote juste pour qu'il jette check. les... Ouais, voilà. Ah, Et donc là, pour le coup, j'ai mis le flash, et il s'est retourné. Donc j'ai loupé la première photo, la deuxième photo, bon, logique. il l'a. Voilà. Donc c'était sympa, mais c'est vrai que le Ouais. flash, ça aide parfois. Steph, t'avais une question pour clôturer? Oui, je voulais savoir si au cul de la camionnette de l'Hospitality Yamaha, Yamaha Ducati cette année, il n'y avait pas Lorenzo qui avait une petite boutique pour vendre des rotophiles, des montres, éventuellement des t-shirts, Non. des glaces non utilisées. Non, c'est bon. Non, non, bah non, effectivement, non, mais après, c'est vrai que tu soulignes, enfin, c'est vrai qu'on plaisante de ça, mais c'est vrai que aujourd'hui, la communication des pilotes, j'ai une collègue, enfin, une amie avec qui je suis allé au Grand Prix de Valence, qui travaille dans la communication aussi, et qui, on souligne qu'aujourd'hui, la communication, maintenant, les pilotes c'est pas des marques, mais ils représentent des marques. Mm. Ah Et oui, aujourd'hui, ça représente ça fait beaucoup, c'est ce qu'on voit beaucoup, et c'est vrai que des fois, c'est peut-être poussé un peu à l'extrême, mais bon, Ah, Lorenzo, c'est des marques, oui. c'est plusieurs une marques. par Ouais, semaine, ouais, mais je pense que c'est pas de sa faute. Il gère ça en amateur. Je ferais pas mieux, hein, Je mais pense ouais, des pas, fois non. il faudrait s'adjoindre les services de professionnels de la com. Ce serait bah pas justement, mal. ils sont tous entourés la Ah ouais, plupart mais sont tous entourés de services parce que la c'est quand plupart, c'est pas eux qui tweetent, c'est pas eux qui font, même s'ils ont l'accès alors. ah bah certes, mais alors le CM de Lorenzo, peut-être falloir qu'il sorte les doigts si tu me passes l'expression, parce que c'est vraiment pouilleux, quoi. C'est la fête de l'andouillette, hein. C'est ce matin je suis sorti sur mon vélo Tartampion. Le soir même, c'est bon bah la Seat, ça c'est forcément institutionnel, c'est sponsor de Ducati. Enfin c'est le même groupe si j'ai bien compris. Oui, oui, bien Ouais, sûr. Je prends ma Volkswagen. Seat Ibiza, je m'éclate. Après, mais en fait, ça en devient comique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tant Ouais, mieux bien s'il se sûr. fait du pognon avec ses contrats, mais ça se voit tellement. C'est vraiment le faux nez, tu vois. C'est genre, Ouais, oh, mais tu vous vois, avez vu ce ça choque. superbe produit. Mais je suis d'accord avec toi, mais sur le principe, tu vois, ça choque parce qu'on n'est pas habitué forcément à ça en moto. Mais si tu Mm. prends tu suis des footeux, Ouais. la plupart c'est comme ça, c'est même Ah oui, oui, oui. pire. Ouais, c'est ultra pire, ouais. Donc les casques audio, les trucs comme ça. Donc c'est Ah vrai que ouais. c'est. Ouais, non, je pense que aujourd'hui on est quand même encore un peu épargné par ça. Ouais. Ah Heureusement. ouais, peut-être que c'est juste parce que c'est lui que ça se voit, quoi, en fait. Bah, Peut-être, ou c'est peut-être le seul qui le fait bien, peut-être aussi. Alors bien, il le fait. bon, Exact. on va passer au cœur du sujet. Hein, on va débriefer donc les saisons Moto 3 et Moto 2. On va commencer par la Moto 3. Alors, on va parler donc déjà des 5 premiers au championnat du monde. On a eu Di Gianantonio donc avec 153 points, qui est 5e. Jorge Martin, 4e avec 196. Aaron Canet, 3e avec 199. Romano Fenati, second avec 248 points. Et évidemment, champion du monde, Joan Mir, avec 341 points, donc pas mal d'avance. Il y a eu différents vainqueurs, donc Mignot Martin qui en ont gagné une chacune, Canet, Fenati 3, et le reste pour Mir, donc ce qui en a fait 10 au total sur la saison. On a le japonais Sasaki, qu'on n'a pas beaucoup vu, avec 32 points, qui est rookie de l'année. Ils étaient 6 rookies cette année. Alors, je vais te passer tout de suite la parole, Thomas. Un petit peu les points forts que tu as retirés sur cette saison. Ah, les points forts, c'est simple, hein, c'est la maîtrise qu'a eu Joan Mir cette saison sur ce championnat-là. C'est vrai on avait connu Binder l'année dernière, qui était aussi qu'on avait connu dominateur sur Ouais. quelques épreuves, notamment à Jerez où il avait été disqualifié, enfin pas disqualifié, mais qu'il avait été contraint de partir du fond de grille parce qu'il y avait un problème sur son boîtier électronique. Mhm.
qui avait quand même gagné la course. Là, on voit que Joan Mir, bah voilà, et c'est 10 victoires au compteur cette année. C'est une seule course en dehors des points. C'était le jour où il jouait le titre dans des conditions quand même extrêmes au Japon, Ouais. où il s'est. Enfin, je veux dire, quand on voyait la course, en plus, il partait de très loin sur la grille. Quand on voyait la course, on se disait, mais c'est pas possible de rouler comme ça dans ces conditions. C'était vraiment impressionnant. Donc là, il marque pas de points. Mais il termine quand même la course. Il a terminé toutes les courses, même s'il ne marque pas de points au Japon, mais bon voilà, il a dominé vraiment toutes les épreuves. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, même malgré sa jeune expérience, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur certaines courses, comme au Sachsenring, où il arrive à maîtriser la course, même dans le dernier tour, il arrive à se dire que bah ok les gars, amusez-vous devant, pas de souci, moi je passerai à ce moment-là à tel moment, et bah, c'est ce qu'il a fait au Sachsenring en déposant ses adversaires voilà au dernier moment quoi. Ouais, pour ça, moi, c'est ce que j'avais aussi noté, c'est que j'ai vu qu'il s'était sorti de situations très très différentes à chaque fois. C'est-à-dire, il a souvent réussi à être dans le coup. Quand il fallait passer au dernier tour et mettre la demi-seconde qu'il fait pour être à l'abri, il le fait. Quand il s'agit de gagner sur le dernier virage, il le fait. Il a réussi à quand même montrer un éventail de, comme tu l'as dit, de maîtrise de sciences de course qui était quand même assez large. Et moi, c'est surtout ce point-là qui m'a épaté. Puis surtout, il a été très régulier toute la saison, comme tu l'as dit. Ouais, tout à fait. Et puis après, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que bah, l'année dernière, il roulait sur une moto différente. Il était sur la KTM, donc il a dû aussi s'adapter à un nouveau style de conduite. La KTM demande beaucoup à être malmenée, à être voilà, un peu plus contrairement brut. à la Honda. Ouais. Voilà, la Honda qui est un petit peu différente. Et il a quand même réussi à s'adapter, à gagner dès d'entrée de jeu au Qatar. Quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment là. C'est pas vraiment une surprise parce qu'on savait qu'il était fort, mais voilà, mais pas à ce point-là. Clairement, on s'attendait à un Fenati, on s'attendait notamment au niveau des essais hivernaux, on s'attendait à un Fenati, on s'attendait à Canet. Mais bon, ils sont là parce qu'ils sont champions et troisième au championnat, mais voilà, là, je veux dire avec l'écart de points qui est aujourd'hui entre 341 pour Mir et 248 pour. Ah ouais, voilà, c'est un monde. Hein. Ouais, tout à fait. Et pourtant, surtout qu'ils se tiennent tellement tous les furieux du Moto 3, t'as l'impression que c'est un paquet de furieux dans la seconde, quasiment toute la course, mais à la fin c'est lui qui gagne. Ouais, c'est ça, c'est qu'il arrive à gérer. Il y a quelque chose, hein. C'est pas, il n'a pas été premier dans un concours de circonstances comme dirait l'autre. Non, pas du tout. C'est d'autant plus impressionnant que ouais, je sais pas combien ils sont en une seconde, mais c'est pas une image. Hein, ouais, c'est pas rare qu'ils soient 10 dans la seconde. Hein. Ouais. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Il y a eu un record, je sais plus si c'est cette année ou il y a quelques années sur ça, justement sur le nombre de pilotes dans les 15 premiers séparés par moins d'une dizaine de secondes, si je me trompe pas. Donc, oui, non, ça c'est sûr, c'est vraiment c'est impressionnant. Et tu vois, ce qui est étonnant, enfin après je change un peu de sujet, mais c'est vrai que quand on veut parler des personnes qui ont brillé cette année, le pendant, même si pour moi l'autre surprise clairement c'est Jorge Martin qui a vraiment cette année, malgré la blessure, parce qu'il s'est blessé au Sachsenring aussi pendant les essais, il s'est pété la cheville. Il a quand même galéré. Absent pendant 2 courses, il a quand même lutté et il finit sur le podium. Alors attends, je crois que c'est en Autriche, ouais, c'est ça, c'est en Autriche. Il finit sur le podium en larmes à l'arrivée parce que bah du coup il a lutté contre la douleur, il savait pas s'il allait y arriver. Et c'est voilà, pour moi c'est l'autre surprise de cette saison parce que et contrairement à ce qu'on pourrait penser, là où je voulais en venir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui est marrant c'est que Martin a gagné le titre en Red Bull au Peace Cup devant Joan Mir. Ah d'accord. Donc c'est ils marrant se connaissent bien les deux. De voir que c'est Mir qui a remporté quasiment la moitié du championnat, même plus. Et voilà, donc c'est marrant de voir ces deux anciens adversaires qui se tiennent au coude à coude sur certaines courses. Et même si Martin sans la blessure, avec des si on pourrait refaire le monde, mais sans la blessure, je pense qu'il aurait été dans le coup pour le titre jusqu'à la fin. Quoi. Oh, bah là il fait quand même une très belle fin de saison malgré la blessure, comme tu le disais, hein, parce qu'il fait, il fait quand même, il enchaîne 3 podiums sur les 3 dernières courses. Il en a fait 2 en Autriche, comme tu le disais, et en Angleterre. Donc, tout à fait. Ouais, c'est une saison qui est quand même très très solide pour lui, quoi. C'est bien. Tout à fait. Exactement. Donc si je me trompe pas, Jorge Martin a gagné la Red Bull. Alors en 2014, voilà, c'est ça, devant Joan Mir, c'est ça. Avec quelques points d'avance quand même. Donc moi, c'est vraiment les deux surprises de cette saison. Après, c'est clair qu'il y a d'autres éléments qui font que il y a eu c'est pas vraiment des surprises mais des coups d'éclat à mon avis. Là, tu parlais des rookies tout à l'heure, il y a Marco Bezzecchi qui dans les conditions un peu extrêmes toujours au Japon arrive à arracher un podium sur la Mahindra. Ça c'était quand même
Je pense que c'est voilà, pour moi c'est une bonne surprise, surtout pour un team français comme le CIP, c'est vraiment top. Et après je pense qu'au niveau des surprises, bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Hein. Après il y a Ramirez, comme on en parlait tout à l'heure. Exactement, avant l'émission, Ouais. Avant d'attaquer. Il y a Ramirez, ouais, donc premier pilote KTM du classement, mine de rien, devant Mignot qui a gagné en Italie. Et c'est vrai que comme tu le soulignais, il a terminé plusieurs fois au pied du podium jusqu'au Mans. Ouais. Et puis il a réussi à arracher son podium au Sachsenring, en Allemagne, au Sachsenring aussi. Ouais. Donc ça c'est une bonne surprise et c'est vrai que l'année prochaine, je pense qu'il faudra compter sur lui. Ouais, moi il m'a épaté parce que je crois qu'il n'est pas considéré rookie parce que je crois qu'il a fait une demi-saison l'année dernière. Ouais, donc il n'est pas considéré comme rookie, mais sur la première partie de saison, il était très très souvent dans le bon paquet. Et moi ça m'a vraiment surpris parce que je le voyais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Il faisait des très belles courses, toujours aux avant-postes, toujours bien placé. Et c'est chouette de découvrir des pilotes comme ça qui sortent un petit peu nulle part quand on les connaît pas trop. Et c'était vraiment chouette, quoi. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, Marcos Ramirez, c'est un pilote qui est connu, qui s'est déjà battu pour le titre en CEV face à Fabio en 2013. Ouais. Dans son premier titre à Fabio, il l'a joué contre Marcos Ramirez. Et Marcos Ramirez il fait partie des pilotes qui ont galéré pour trouver un guidon permanent en mondial. Et pourtant, il se battait quand même. Il était vice-champion CEV à l'époque derrière Fabio. Ouais, c'est là que tu vois que c'est dur d'émerger, comment dire, au niveau mondial quand même, hein, parce que bon, comme tu dis, il a galéré pour trouver un guidon, mais une fois qu'il l'a eu, il s'en est bien servi, quoi. Exactement, et puis il finit encore vice-champion l'année dernière derrière un autre Italien, derrière l'Italien Lorenzo Dalla Porta. C'est compliqué pour certains pilotes. Ouais, moi, il y a une autre belle surprise, c'est Mazia qui a fait un très beau remplacement sur 4 courses, où il fait 2 top 10, surtout sa course en Autriche, il était vraiment bien dans le peloton de tête. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle surprise, quoi. C'est des mecs qui viennent, qui jouent crânement leur chance dans une catégorie qui est clairement pas évidente pour se montrer. Et tu me disais que l'année prochaine, il va avoir un guidon permanent. Ouais, justement à la place de Darin Binder, justement. D'accord. Et toujours est-il que l'année prochaine, il sera dans la même équipe dans laquelle il a remplacé Binder cette année. Ouais, d'accord. Donc donc c'est une moto qu'il connaîtra un petit peu, une équipe avec laquelle il a déjà travaillé, donc je pense que ça pourra l'aider d'autant plus. Donc Masia, c'est un pilote qui était sous la coupelle, enfin sous la protection d'Alzamora, de la structure Monlo à l'époque, qui pareil, je pense peut-être parce que il n'a pas performé au bon moment ou autre, je ne sais pas, je connais pas les raisons de ça. Et c'est vrai qu'il faisait plus partie de cette structure-là, et donc on voit que quand on ne fait pas partie forcément d'une structure, c'est compliqué de trouver un guidon, même si lui fait partie de la Cunea des Campeones, une structure aussi espagnole qui a révélé de grands champions, dont Morbidelli notamment, Mir aussi, si je me trompe pas, a fait ce petit championnat espagnol qui a révélé de bons talents. Il y a je vais un peu dans tous les sens, je suis désolé, mais il y a Jackie Hutto, que je pense que tout le monde connaît, qui m'a dit, qui est venu me voir à Valencia, qui a pris le classement final de la Cunea des Campeones, de ce championnat-là, qui me disait, prends ce classement-là, garde-le et tu verras dans 5 ans, même pas, il y aura dans cette liste-là, il y a forcément un champion du monde qu'on va retrouver prochainement. Il me dit, ça a révélé des gens, et je pense que on peut faire confiance à Jackie à ce niveau-là. Ouais. De toute façon, c'est des révélateurs de talent, c'est des belles catégories. Après, en déception, moi j'avais trouvé quand même que Jules Danilo a fait une saison un petit peu en demi-teinte. Ça a été un peu dur en fin de saison. Ça va être. Moi j'ai hâte de le voir en Moto 2, mais j'ai peur que ce soit compliqué. Alors, je sais pas si tu l'as suivi un petit peu, si tu as des infos. Après, Jules a connu beaucoup de problèmes au niveau de mécanique. Alors, je sais plus quelle course, je crois que c'était à Saint-Marin, je sais plus, j'ai plus en tête, où il avait perdu, son bocal de liquide de frein n'était plus fixé, donc ce qui fait qu'il se retrouvait avec des bulles d'air dans le frein. Il y a pas mal donc il a eu pas mal de soucis à ce niveau-là, et donc forcément ça aide pas, quoi. Et puis la confiance d'un pilote, c'est très. Quand tout va bien, ça va, mais quand tout va mal, ça va très vite. C'est vite la mauvaise spirale, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc après, tu rajoutes à d'autres situations comme les négociations aussi, qui vont Ouais. très vite, vont de plus en plus vite dans la saison, qui sont limite en milieu de saison, on commence déjà à signer même avant, on commence déjà à signer des contrats pour l'année d'après. Ouais. Donc forcément, ça met pas forcément dans les bonnes dispositions quand tu entres dans une spirale qui est un peu difficile. Après, voilà, je pense que, comme me disait Jacques Boll dans une interview qu'il m'a accordée la semaine dernière à la conférence de presse de la FFM, on peut s'attendre à une bonne surprise de Jules l'année prochaine. Moi, j'y crois aussi dans le sens où, par son gabarit, aujourd'hui, son gabarit fait qu'il est plus adapté à une moto 2 qu'à une moto 3. Ah, il est un peu grand. Hein. Voilà, il est grand, il est quasiment, je veux pas dire quelques centimètres, mais il est pas si loin que ça que Ben Schneider. Ouais. Donc forcément, se caler derrière une moto 3, c'est un peu chaud. C'est un peu petit. Hein. Voilà, c'est un peu dur. Et comme il me le disait par rapport à ses premiers essais en moto 2, maintenant il arrive à se reposer en ligne droite, à pu être contracté pour pouvoir se cacher derrière la bulle. Il arrive à être un peu plus à l'aise sur la moto et donc forcément moins fatigué quand il doit aligner des runs de plus en plus. Donc il va être dans un autre état d'esprit et apparemment l'équipe dans laquelle il est, donc Stop and Go, est vraiment top. Commençait déjà, je crois qu'ils lui ont prêté, il l'a montré sur Instagram, je crois hier ou avant-hier, une moto d'entraînement pour pouvoir s'entraîner. Donc, je pense que ça peut être que bénéfique pour lui. Après, je pense qu'il a mis tous les moyens de son côté pour y arriver. Je pense qu'il n'y a pas de raison que, voilà, même si la catégorie bien sûr est relevée, ça c'est clair. Ah bah oui, de toute façon une moto 2 c'est quand même. C'est quand même pas facile, même surtout quand tu débarques. On a fait le tour Moto 3 ou tu voulais rajouter un petit quelque chose Est-ce que tu veux parler de KTM ? Après KTM, effectivement, contrairement à, comme je disais en début, c'est vrai que Mir a dominé cette année, comme un peu ce qu'avait fait Brad Binder l'année dernière, avec la KTM. Et c'est vrai que cette année, KTM, ça a été difficile, contrairement aux années précédentes. Il y a une saison, alors je sais plus laquelle, pas les chiffres en tête, où ils ont gagné toutes les courses. Là, cette année, c'est ça, ils ont gagné une course au Mugello avec Mignot. Et c'était pas forcément non plus une course dans laquelle il a dominé. Donc c'est plus la domination qu'on a connue d'avant. Donc pourquoi ? Peut-être parce que justement les projets se multiplient chez KTM, en Moto 2, en Moto 3, en Moto GP, donc peut-être que c'est un peu différent. On voit que l'année prochaine, la structure Ayo, qui a quand même révélé pas mal de pilotes, qu'on aurait pu considérer comme une structure un peu officielle en Moto 3, n'alignera qu'un seul pilote l'année prochaine. Bah, justement, ce sera Darin Binder, mais continuera à mettre des efforts en CEV avec les deux frères en Q, je sais pas comment les prononcer, les deux jumeaux en Q qui ont performés en Red Bull Rookies Cup cette année, seront en CEV l'année prochaine avec Ayo. Donc voilà, les efforts seront moindres en Moto 3 la saison prochaine. Donc, je pense que on peut pas courir tous les lièvres, hein. Je pense que... Non, c'est ça, exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, Ayo a fait ses preuves en Moto 3, clairement, en révélant des pilotes comme Johan Zarco, comme Mike, comme Marquez. Et là, maintenant, je pense qu'il peut concentrer ses efforts sur la Moto 2 avec Oliveira et Brad Binder, justement. Steph, un petit quelque chose à rajouter sur les petits qui font vroom vroom ? Les petits qui vont vroom vroom avec les moteurs de mobilette, c'est Mazia qui m'avait le plus marqué parce que je crois que c'est en Autriche, outre le fait qu'il était dans le peloton de tête. Il avait même pris un peu le melon limite, mais moi c'est gentil quand je dis ça parce qu'il faisait signe aux autres de le suivre. Tu sais, ils se la font à la Tour de France. Ils se prennent des relais ou que sais-je. Enfin, peut-être je m'exprime mal, mais à un moment il expliquait au mec derrière de le suivre pour rattraper celui qui était en tête à ce moment-là. Et ça m'avait fait trop marrer parce que je sais pas quel âge il a 17 ans, non, le jeune homme là, je sais plus. Question, j'ai pas l'âge en tête, non, je sais pas. Mais bon, en gros, mais j'ai trouvé ça frais, quoi. Ça m'a fait plaisir d'avoir ça. Déjà, ils sont tous frais, hein, Moto 3. Déjà, tout le peloton Moto X variant de 1-2 à GP, ils sont frais, mais lui, il est ultra frais, quoi. Et je suis content, il était question pendant la course, les commentateurs Eurosport, parce que c'est la seule chaîne que j'ai, la vraie, disait qu'il était question qu'il ait un guidon. Donc tu me confirmes, Thomas, qu'il a... Ah oui, c'est sûr, il l'a signé très tôt. Il a signé très tôt dans la saison. Je crois que c'était en Autriche, d'ailleurs. Ah oui, donc c'était peut-être... C'est ça. Suite à sa bonne course, du Grand Prix d'Autriche, Et clairement... C'était un Grand Prix spécial en Moto 3. Enfin, comme beaucoup de Grands Prix Moto 3, moi je te dis, comme je me familiarise avec cette discipline, il faut avoir un bon palpitant. Parce que ça, et puis savoir suivre les premiers tours, voire même toute la course, plutôt à gauche de l'écran quand il y a les noms, plutôt que de regarder, parce que sur les plans de réalisateur,
Et ça, je crois que ça vaut pour toutes les courses. C'est pas la faute des réalisateurs, hein, mais des fois, on ne comprend pas. Parce que, à contrario au MotoGP, où des fois, t'as un peu le trio de tête qui se regarde, et puis les autres qui sont en train de se prendre des tours, bah là, c'est... Ouais, je radote, mais tout le monde dans la seconde, et puis Ouais, je te ça, taxe. bien sûr. Et pour la baston de lévrier qu'il y a, c'est super propre. J'ai pas vu de truc trop sale. Ouais. Après, Peut-être ici, que je vois pas tout. Hein. t'as la belle cabriole de Di Gianantonio à Valence, là, quand il a voulu prendre la Ah spin. ouais, ah ouais. Ah oui, là. Ah mais oui, là, oui. c'était Non, mais au là, c'est secours. plus une erreur de sa part qu'une Ah Oui, oui, bien sûr. boucherie oui, d'un autre. oui, oui. Enfin, tu sais, ce Après, il que y je veux dire, a. c'est qu'il n'y a pas d'assassinat ou de bloc-pass. Non, bien sûr, mais c'est vrai que tu vois, t'as plein de belles cabrioles. Tu avais l'autre cabriole aussi qui est regrettable. C'était pour Ben Schneider à Assen sur cette aire qui tombe sur la ligne droite à Ah l'arrivée. oui, à la fin, il finit à plat Ouais, ventre et Ah du coup, oui, il est mais oui. disqualifié parce qu'il faut être sur sa moto. Ça, j'avais trouvé ça, ça dégueulasse. faut toucher la moto. Faut pas être sur la Ouais. moto. Ouais. Ah, il faut la voir quelque part. Oui, Faut être d'accord, en faut la contact avec toucher. la moto. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Non, ah, du coup, non. c'était vache quand même. Ah, il aurait pu avoir un podium sur cette aire. Donc, Ouais. ouais. Est-ce que tu crois que l'année prochaine, ils réussiront à se discipliner en qualif, nos petits jeunes fous là? Bah, écoute, moi, justement, en discutant avec Jules, Danilo, Ouais. justement, alors c'était quand? Parce que je crois qu'il y a une grosse réunion qui a été faite, je crois que c'est au Japon, je ne sais plus, hein, je crois qu'il y a une grosse réunion qui a été faite à ce niveau-là avec les pilotes Moto3. L'année prochaine, en tout cas, déjà, ça avait été mis en place à la fin de l'année, les sanctions sont beaucoup plus importantes. On a eu affaire à des 12 places de pénalité, des Ouais. sanctions financières. Bon, on passe au Moto 2. Ouais. Donc, à l'identique, petit rappel, 5e Francesco Bagnaia avec 174 points, rookie de l'année. 4e Alex Marquez avec 201 points. 3e Miguel Oliveira 241. Second Thomas Luthi avec 243. Et champion du monde Franco Morbidelli 308 points. Les différents vainqueurs, Pasini Nakagami qui en ont gagné une chacun. Luthi qui en a gagné 2. Marquez et Oliveira qui en ont gagné 3. Et Morbidelli qui en a gagné 8. Alors, même question pour toi, Tom. Qu'est-ce qui t'a titillé cette année en Moto 2 ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Ce qui m'a plu, c'est justement de voir que, en l'absence de Johan, qui est resté quand même 2 ans et qui a dominé les hostilités pendant 2 ans, et on se retrouve avec ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire un Morbidelli et un Luthi derrière qui était derrière lui, derrière Johan pendant 2 ans, et qui maintenant, qui en son Jouer la gagne. absence jouait la gagne. Et donc c'est pas vraiment une surprise. On s'y attendait un petit peu, mais personnellement, je suis content pour Franco Morbidelli parce que c'est un pilote sympa, très accessible, et c'est vrai que je sais pas comment décrire le truc, mais c'est vrai que je suis content qu'il ait réussi à gagner déjà dès le Qatar. Ouais. Ça faisait un moment qu'il courait après sa victoire et qu'il avait toujours pas réussi, et là il a gagné d'entrée de jeu. Ça a posé pas mal ses objectifs et ses intentions pour le reste de l'année. Ça s'est confirmé par la suite parce qu'il a fait un podium jusqu'en Catalogne. Même si en Catalogne il menait la course avant de tomber. Donc voilà, il a quand même, c'était sa saison, et clairement genre, cette saison il a dominé à mon sens. Peut-être un peu moins qu'un Mir en Moto 3, mais il a dominé. Un peu moins, mais quand même, comme tu l'as dit, hein, le début de saison, il était devant. Et justement, moi j'ai surtout noté qu'il était devant largement, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de pilotes qui venaient lui titiller le pot d'échappement, quoi. Il mettait 2 secondes et puis il gérait son avance, et voilà. Ça rend des courses un peu monotones, ouais, vas-y. Je suis d'accord avec toi. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que sur le frein, il a effectivement beaucoup mené des courses au début avec beaucoup d'avance, mais il y a quand même quelques courses où il s'est bien fait rattraper. Il a dominé sans faute. Des fois, il s'est fait quand même un peu piéger. Donc, Il a fait une super belle saison. Ça a été quand même assez régulier toute la saison. Pas de gros bobos, pas de grosses chutes. Je trouvais que c'était une belle saison, quoi. Ouais, tout à fait. Une belle saison, et voilà. À Silverstone, non, il n'a pas mené la course. Il a mené la course à partir de à peu près la mi-course. Et après, il a doublé Marquez, et puis après, il s'est fait reprendre par Nakagami. Qui s'est offert sa première victoire cette saison. J'y reviendrai après, mais c'est l'une, pas des déceptions, mais c'est vrai qu'on s'attendait justement à ce qu'il soit là parmi Morbidelli et Luthi pour se battre pour la gagne. Et ça n'a pas été le cas forcément à la régulière pour Nakagami. C'est dommage. Ouais. On attendait peut-être un peu plus de lui. Ouais, une autre bonne surprise alors, avant de parler des mauvaises. L'autre bonne surprise, après, moi j'aime beaucoup ce qui s'est passé avec Marquez aussi cette saison.
Malgré la blessure, il a toujours été là, il a toujours été capable de se battre pour la victoire. Il s'est blessé quand même 2 fois. La première fois, c'est quand il est tombé au Sachsenring, qu'il s'est pris la moto sur le dos. Et deuxième fois, c'était à Saint-Marin, je crois, où il est tombé sur la hanche et qu'il s'est fait mal à la hanche. Ouais. Donc il était là. Et je pense que c'était l'un des plus gros adversaires de Morbidelli, son propre coéquipier, je pense. Et après, l'autre surprise, évidemment, ça c'est KTM. Ça, c'est clair que cette saison, après quelques courses de mise en route, de mise en jambe, d'adaptation pour les 2 pilotes, n'oublions pas que Brad Binder s'est cassé le bras pendant les essais hivernaux à Valence et qui a lutté en début de saison pour reprendre le guidon de sa moto. Il a d'ailleurs fait l'impasse, je sais plus sur quelle course, parce que justement son bras commençait à rebouger. Donc du coup, il avait dû faire l'impasse sur quelques courses. Mais une fois qu'il est revenu en pleine forme, là, le duo KTM a fait des ravages. Hein. Oliveira était dans le coup tout le temps et Binder est revenu à la fin. Ils ont fait 2 fois 2 podiums, si je me trompe pas, en Australie et en Malaisie, si je me trompe. Les 3 dernières courses, ils sont tous les deux sur le podium. Voilà, c'est ça. Oliveira les gagne les 3 dernières. C'est une grosse domination des oranges. Après, on peut penser que Morbidelli, étant donné qu'il était quasi champion et il préparait le MotoGP, donc il a peut-être, je dirais pas lever le pied, mais géré. Oui, c'est possible, tout à fait. Peut-être, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais le fait est que les deux KTM étaient franchement bien là, quoi. Tout à fait. Ça c'est clair. Et l'année prochaine, donc là on a vu que cette saison il y avait que 2 KTM. L'année prochaine il y en aura donc du coup il y aura les 2 mêmes plus CGBM Evolution, anciennement Car Expert. Et puis là ça a été annoncé officiellement, même si on le savait déjà un petit peu, Kiefer Racing qui sera aussi sur KTM. Donc ça va faire 6 KTM. Donc 6 fois plus de données pour l'usine, 6 fois plus. Donc voilà. Je pense que jusqu'à il n'y a pas longtemps, tout le monde voulait des Alex. Maintenant, tout le monde voudra des KTM. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Non, c'est sûr qu'après, après, je pense que si tout le monde en demande et que tous les teams sont demandeurs, je pense que c'est tout bénéfique pour la FIM autrichienne, ça c'est clair. Ah oui, c'est clair. Voilà, puis après, au rang des autres surprises, il y a Bagnaia. Voilà, meilleur sacré rookie quand même. Sacré rookie, voilà, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on a pu voir à l'époque avec un Vignales, avec un Rins. Voilà, des pilotes qu'on n'attendait pas forcément se dire qu'il serait meilleur rookie, qu'il se battrait pour la gagne à plusieurs courses, mais justement, il a surpris. Et là, clairement, c'est la définition de la surprise. Et il a montré qu'il avait le potentiel pour se battre. Et l'année prochaine, il faudra compter sur lui pour le titre, clairement. Il a fait 3 podiums, pas mal de 4e place. C'est bien, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc après, deuxième, au rang des autres rookies, c'est Fabio, cette saison aussi, qui malgré encore une fois lui aussi qui s'est blessé en Autriche, je me rappelle plus quand il s'est fait percuter au premier virage. Il s'est retrouvé en sandwich et qu'il est tombé. Il s'est blessé, donc il a souffert du poignet par la suite, mais il a quand même montré qu'il était là et qu'il faut compter sur lui. Et pareil, je pense que son gabarit, même s'il n'est pas forcément grand, mais son gabarit et son style de pilotage fait qu'il s'adapte, à mon sens, beaucoup plus rapide, qu'il s'adapte beaucoup mieux à la Moto 2. C'est mon avis personnel, hein. Ça n'a rien du tout de technique, mais je pense qu'aujourd'hui son style de pilotage s'adapte beaucoup plus à une Moto 2. Il sera sur Speed Up l'année prochaine, je crois. C'est ça, avec Danny Kent. Ah oui, avec Danny Kent, donc un nouveau challenge, parce que c'est vrai que c'est un autre châssis, mais compte tenu des essais qu'il a fait les premiers essais hivernaux qu'il a fait, je pense qu'il sera là. Steph, qu'est-ce que t'en dis? Moto 2? Moi, je hurle avec les loups parce que je suis KTM, j'aime bien cette marque dans la street, j'entends les vraies motos, si je puis dire. La philosophie des bécanes. Mais c'est vrai que KTM, on l'oublie aussi, mais c'est le Dakar et pas qu'un peu. Il y a tout ce qui est enduro. On parle de piste. Oui, j'entends, mais c'est une piste comme une autre. Le Dakar, le Dakar, littéralement, ça s'appelle des pistes. Je voudrais pas être Marshall là-bas. Il y a beaucoup de bacs à sable. C'est très oui, voilà, oui. Mais plus sérieusement, moi j'ai fait le guignol à quelques reprises sur des supermodes 450. C'est physiologique. Une KTM, la moto c'est physiologique comme rapport, mais
KTM, bordel, tu vois, ils font des bécanes de Tarba. Hein. Ready to race, quand t'allumes, c'est marqué sur le tableau de bord. Et ben là, ouais, non. Et plus sérieusement, oui, bah, c'est aussi, pourquoi je dis ça, c'est parce que je suis aussi bicéphale avec Ducati et j'aime bien les châssis treillis. Je suis un yeuve, tu sais, dans le Jobber Team, moi je ferais partie un peu de Tortue Géniale. Enfin, il n'existe pas dans le Jobber Team, mais le mec un peu qui radote et qui dit les châssis treillis, c'est quand même bien. Sauf que ça, leurs jours sont comptés, mais ils existent encore, les châssis treillis. Ouais, mais tu dis ça en fait. Pareil, je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas ingénieur, mais aujourd'hui, un châssis treillis, l'avantage c'est que c'est vachement plus malléable. C'est-à-dire que si on a besoin de rajouter quelque chose, de scier quelque chose, on peut le faire plus rapidement que sur un châssis. Ah oui, c'est pas 3 mois de CAO et 6 mois de fonderie. Hein. Exactement. Donc on je pense que se rendre compte qu'il plaît pas à son Altesse, si tu vois ce que je veux dire, dans d'autres catégories. J'aime bien. C'est la prochaine émission, ça. Non mais je parle de son Altesse parce que j'enchaîne. J'ai l'esprit d'escalier. Pareil, pas original de ma part, parce que je suis un petit peu un spectateur qui voit que ce qui dépasse de l'iceberg, et Morbidelli, forcément. Et pourquoi Morbidelli? J'y pense aussi, parce que c'est un peu un protégé. C'est pas grâce à Rossi qui gagne, attention, je dis pas ça, mais il fait partie de la team de jouvence de Rossi, de ceux qui l'aident à se lever le matin en ayant moins de rhumatisme, et qui vont faire du track, du flash. Est-ce que c'est du flat track orange du Rossi? Je sais pas, mais il y a un peu de tout. Hein. Je pense qu'il y a un peu de tout. Ouais. Je sais pas. La poussière blanche. Chez Rossi, même la poussière est propre. C'est la poussière blanche. Non, mais c'est vrai en plus. Je sais pas si t'as vu ces images de la piste de orange. Si, ouais. Même la poussière est propre. Bon, il se paraît que les voisins sont pas contents, mais ça c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est vrai que l'académie, la VR46 Academy, aujourd'hui, ça. De toute façon, c'était la volonté de Rossi, c'était de remettre sur le devant de la scène des petites catégories l'Italie. Il y arrive très bien aujourd'hui. On voit avec un Morbidelli qui est champion du monde, c'est le premier champion du monde italien en Moto2. Alors qu'à l'époque, les Italiens, les Japonais, et les Espagnols bien sûr, étaient ceux qui occupaient les avant-postes. Et il y arrive bien. Et je pense que on peut dire ce qu'on veut entre guillemets. Hein, c'est vrai que ça pourrait dire que c'est Mais c'est vrai que la VR46 aujourd'hui, je pense que c'est une bonne école en tout cas, pour former les jeunes talents de demain. Ouais, c'est un peu le jardin d'enfants, si on peut dire, des tout fous, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'il faut. Hein. Tout à fait. Ça met. C'est pas que sur l'aspect rouler, c'est aussi sur l'aspect apprendre l'anglais, parce que je sais pas si vous avez vu des photos sur Twitter. Mais oui, ils apprennent l'anglais. Donc c'est vrai que tout ça va être là, parce que pour apprendre l'anglais, c'est pas que pour parler à la presse, c'est aussi quand on est dans un team international, c'est pouvoir s'adresser aux ingénieurs suspension ou autres. Et aujourd'hui, ça peut manquer un pilote dont la barrière de la langue le gêne pour faire ce qu'il a besoin de faire. C'est clair. Et voilà. Aujourd'hui, quand on voit, même en France, on voit des pilotes français, je pense à Mike notamment, même à Johan, qui parlent d'autres langues, pas forcément que l'anglais, qui parlent l'italien, qui parlent l'espagnol, qui arrive à Loris qui parle espagnol couramment, et c'est vrai que quand il parle à ses mécanos, il parle en espagnol, quoi. Aujourd'hui, la barrière de la langue, ça doit pas être une frontière pour justement pouvoir performer, et c'est vrai que la VR46 l'a bien compris, quoi. De toute façon, normalement, il suffit de savoir dire I push very hard. C'est bon. Non, c'est pas ça. Ouais, ça marche aussi. Few settings and we are confident for Sunday. For the race. For the race and we push hard. Bah, vous avez oublié quand même quelqu'un en Moto2, enfin une équipe qui a fait des bons résultats. C'est Tech 3. Moi, je regarde un petit peu toujours ce qu'ils font en Moto2 parce qu'ils ont leur châssis à eux qui développent. Ouais. Et je trouve que cette année, ils ont été très très bons avec Viré. Et Gardner, il a aussi fait une saison plus qu'honorable. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir de les voir devant, parce qu'on les voit quand même pas si souvent que ça. Et Viré, il a vraiment il a bien placé la moto toute la saison. Donc c'est dommage qu'ils partent, je trouve. Mais bon, après, c'est la carrière qui veut ça. J'espère juste que l'année prochaine, ils seront encore là et qu'ils vont bien s'adapter à la Triomphe. Ça, on verra. Oui, puis Tech 3, c'est aussi, pour avoir vu un reportage, notamment Sans concession sur YouTube, là, c'est aussi, on oublie presque, mais c'est le titre avec Jacques. Oui, c'est vrai. Entre autres, hein. C'est pas non plus des Mickey. Ça, on le sait, évidemment. Mais ils ont une histoire, une grosse légitimité. Et moi aussi, je suis pressé de voir le moteur Triumph et dans le cadre de Tech 3 et dans le cadre de KTM pour le mariage de la carpe et du lapin. C'est ça. Ouais. Non, je pense que ça donnera un bel hybride. Hein. Ce sera plus beau qu'une carpe avec un lapin, je pense. C'est vrai qu'en 2019, avec l'arrivée de Triumph et de l'électronique, je pense qu'on va s'attendre à des belles courses, enfin des
à des choses différentes, d'autres façons de piloter. Ouais, ça va redistribuer les cartes, ouais. Bah, un peu comme la première saison du Moto 2 où il y avait Ouais. je sais plus combien de châssis différents et voilà. Et c'est vrai que je pense que ça va redistribuer les cartes comme tu dis. C'est vrai que je pouvais pas dire mieux. Steph, au chapitre déception, tu m'as sorti un nom bizarre. Marquez, Explique-toi. T'es parce déçu. que c'est l'autre Marquez, le frangin. Oui, il a vécu des jours meilleurs. Alors il a pas démérité, mais il a surtout eu une mauvaise année. Le pauvre homme, puisqu'il s'est pris des boîtes, pas dommage. Il s'est cassé au moins un os, si je ne m'abuse, hein, et bien. Il s'est pris une moto sur la tronche, la sienne. Donc, et puis venant d'un champion du monde Moto 3, je fais le malin, mais vous me l'avez dit avant en antenne, que c'était en Moto 3 et pas en Moto 2. Ancien champion du monde, voilà, on aurait pu croire qu'il allait, j'ose pas dire confirmer parce que c'est pas un branque, mais et je l'attendais bien plus haut que ça. Voilà. Mais bon, il a aussi eu beaucoup de malchance dû à ses chutes. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que c'est aujourd'hui, mais l'année prochaine, je pense qu'il sera voilà sans Franco Morbidelli, son coéquipier. Après, il faudra faire attention à Mir, son nouveau coéquipier. Mais mais c'est vrai que c'est non, je pense comme tu dis, comme tu soulignes bien, c'est vrai que les blessures l'ont forcément ralenti. Ça aide pas, ça. hein. Non, Il faudrait pas qu'il devienne le Pedrosa du Moto 2, quoi. Non, ça c'est sûr. Pour lui, hein, même si Pedrosa est un top champion, et c'est pas dire du mal de Pedrosa, mais il faudrait pas que quand c'est son année, ce soit un autre qui arrive et qui lui nique la gueule. Ouais. Tu vois, genre, bah tiens, c'est peut-être mon année. Ah bah non, ça va être Mir, tu vas rigoler. Ouais, c'est clair. Parce que quand Marquez senior s'est pointé, il a pas vu la lumière, Pedrosa. Première année. Ouais, bah oui. Ouais, mais pour le coup, tu vois, Marquez, il a un peu fait l'inverse à Miller quand il est champion du monde, quoi. Tout le monde voyait Miller champion du monde Moto 3. C'est vrai. Et c'est Marquez qui le coiffe à la fin. Ouais, il a plus. Après, il a besoin de s'adapter. Là, cette année, il n'a pas eu de chance. Une année où il a de la chance, un peu plus. Ouais, ça peut. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui ça m'ont peut marqué, passer, ouais. que ce soit en Moto 2 ou en Moto 3, j'ai plus les noms en tête, mais il y a certains pilotes qui soit qui ont fait leur vie professionnelle dans une des catégories, soit qui vont la faire, du style 8, 9 ans dans ces catégories-là, alors que moi je pensais que c'était des catégories plus qui avaient vocation à propulser, tu vois, et il y en a certains qui sont toute leur carrière dedans. Ah, si tu parles par exemple d'un Fenati qui est là depuis le début du Moto 3. Fenati, en fait, ça m'a choqué. J'ai plus le nombre d'années qu'il a, mais. Bah, depuis le début du Moto 3, donc 2012. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça fait 5 saisons en Moto 3. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, je suis d'accord, mais après, c'est toujours la même chose. On en parlait juste avant l'émission. C'est vrai que il n'y a pas 20 places par an pour monter en catégorie reine. Il y a ça. Il y a ça, il y a le budget aussi. Ouais. Aujourd'hui sont payants, donc forcément rassembler le budget, c'est pas forcément voilà, c'est difficile, hein, voilà, tout simplement. Et puis comme tu dis, les places quoi. Et en parlant des teams, là je vais poser une question de néophyte. En termes de girl power dans le paddock, il y a eu, je dis pas des conneries, est-ce que c'est Maria Herrera qui court? Oui. Moto 3, ouais. Elle a couru toute la saison? Non, elle a manqué elle a pas manqué de l'outre-mer, elle a manqué, elle est revenue en Australie, je crois. Elle a manqué juste le Japon, je ne sais plus. C'est en Aragon en fait qu'ils ont annoncé, que le team a annoncé qu'il faisait pas, enfin qu'il s'arrêtait la saison. AGR qui quittait le championnat pour se concentrer juste sur le CV et après arrêter. Et il m'a semblé la revoir revenir d'entre les morts pour mon plus grand plaisir parce que les nanas qui mettent des pilules aux mecs, ça fait plaisir. Ouais, donc elle a remplacé Albert Arenas qui s'était blessé, alors je ne sais plus à quel Grand Prix, mais qui s'était blessé, fracturé la main. C'était au Japon, je crois, sous la pluie. Il est tombé et qui du coup il s'est cassé la main, un scaphoïde ou un truc comme ça, et donc du coup Maria l'a remplacé sur les épreuves d'après. Donc elle a manqué une ou deux courses cette saison, c'est tout. Parce que Maria, elle a commencé en Moto 3, si je me trompe pas, elle était dans la même structure que Fabio. Oui, c'est ça. Chez Estrella Galicia. Ouais, sous Emilio Zamora, elle s'était fait connaître en CEV quand elle avait gagné en Aragon. Et elle avait fait quelques wildcards aussi en mondial, et puis après elle avait été propulsée en mondial avec Fabio, et puis après elle a continué dans d'autres équipes. Dans d'autres teams, ouais. Voilà. Mais ça me permet de poser la question aussi. Virtuellement, le MotoGP est mixte aussi? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Okay. Je pose la question parce que ça a beau être une seule et même fête par week-end, c'est pas forcément les mêmes règlements, je précise. Hein.
Je ne sais pas, c'est une question innocente, mais donc, il est pas exclu de voir une fille Une femme, tout à fait. venir faire des inters. D'accord. On en parle à Marie. Bah oui, c'est clair, si Marie pouvait venir, ça serait sympa. Mais ouais, c'est vrai que les femmes en MotoGP, je sais plus depuis quelle année ça date, mais ça date d'un certain moment. Ouais, bah sinon, au chapitre des déceptions, bah pour le coup, moi j'ai une liste qui est un peu longue comme le bras, hein. Mais tu vois, Nakagami, bah il a fait 3 podiums, une victoire. Mais bah moi je le voyais se battre pour le titre. Moi, tu vois, il est pas dans le top 5 au championnat, je crois qu'il fait 7ème, donc il est un peu loin. Ça a été une saison qui est quand même pas évidente pour lui. Bon, ça fait un petit moment qu'il traîne en Moto 2. Après, au niveau des déceptions, l'autre déception, c'est Xavier Siméon, hein, qui marque 16 points au total de la saison. Donc c'est très très dur. À sa décharge, il a été blessé en fin de saison. Donc bon, Ouais. C'était une belle blessure en plus. Ouais, une belle. Un Oh, bon à la coup. main, alors je sais plus quelle Mm. main, je crois que c'est Ouais, la. la main, c'est toujours fragile pour reprendre, quoi. Ah bah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr, avec ce qui se mettent dans les bras et. Ouais, faut les tenir, hein. Faut les tirer, les poignets. Et Exactement. puis bah, l'autre déception, voilà, c'est Yoni Hernandez, hein, qui fait une demi-saison avec 16 points. Alors voilà, il venait du MotoGP l'année précédente, il redescend en Moto 2 et bah voilà, 16 points à mi-saison, il est remercié par son équipe. C'est dur, hein, pour les pilotes, alors je sais pas ce qu'il va faire l'année prochaine. Moi, pour revenir sur les pilotes qui étaient un peu en délicatesse en Moto 2, je crois qu'il y a Tony Elias qui fait un super coup en Hama, je crois, Ouais, si je me trompe pas, ouais. Ah, il est champion. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Il a galéré un peu en GP, il est redescendu en Moto 2, c'était pas ça non plus. Bah, il a refait sa cerise, on va dire, en Hama, où il est champion. Donc ouais, je pense que pour les pilotes, s'ils n'arrivent pas à faire leur place en Moto 2, bon, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Comment on conclut, les amis? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, déjà? Bah moi, je Sur... suis curieux de voir les transfuges, enfin les transferts qui vont se faire l'année prochaine. Mhm. Si on prend donc en Moto 3, Moto 2, si on prend Mir, si on prend Fenati aussi, Ah qui ouais. passe en Moto 2, voir ce que ça donne. Mir a déjà montré ce dont il était capable. En Moto 2, sur les premiers essais qu'il a fait, il s'est montré très rapide. Et le rookie de l'année, je pense qu'il faudra compter sur lui, voire même voir plus. Et Fenati, peut-être moins le gabarit, on va dire au niveau de taille, qu'un Oh, mais il Johan. est costaud, le pépère, hein. Il est costaud, ça c'est clair. Mais par contre, au niveau taille, je pense que il est un poil plus petit que Mir. Et Mir a Ouais, un gabarit peut-être un peu, qui s'adapte un peu plus, on va dire, à la ouais, moto. À la moto 2. ouais. Puis après, il y en a d'autres, hein, comme Ben Schneider, comme Ouais. Jules, qui seront aussi là. Donc, faut voir Mm. ce que ça donne, l'année prochaine. Et puis après, Moto 2, MotoGP. Donc, voir ce que fait Morbidelli sur la Honda, savoir s'il est capable de se battre, en tout cas pour le meilleur rookie. Je pense qu'il en sera capable. Et puis après, bah, Lutti, qui lui reviendra de blessure à Mm. Sepang à la fin janvier. Donc, il prendra place sur la MotoGP qu'en janvier. Donc, ce sera pas Ouais, ça va forcément pas être facile, ouais. voilà. Le fait qu'il était là aux essais de Valence, enfin au test officiel à Valence après le Grand Prix, il était présent dans le box. Ça Mm. permet quand même de discuter avec les mécanos, de s'imprégner Ouais, de la. tu Voilà, prends la température, c'est tu ça. règles ta hauteur de selle, par exemple. Voilà, des choses comme ça, exactement. C'est exactement ça. Et donc, du coup, il a commencé à prendre place sur la moto. Ce sera des choses qui ne seront pas à faire quand il arrivera fin janvier. Tout ce Voilà, qui est non-roulage, il peut le préparer. exactement. Mettre ses gants dans le box et tout. Voilà. Voilà. Et puis après, t'as Xavier Siméon qui lui, pareil, sera là sur une moto qui a 2 ans déjà. Tu demandais où est-ce que allait Hernandez notamment l'année prochaine. Donc il a fait des essais après en fin d'année. Enfin, il a fait un peu d'endurance. Et il a Ouais. fait aussi des essais en fin de saison là, il y a 2 semaines. Enfin ouais, il y a 2 Mm. semaines à Jerez en Superbike dans le team Pedercini. Le team Pedercini n'a pas encore annoncé quel serait son pilote ou ses pilotes en Stock 1000 ou en Superbike pour l'année prochaine. Mm. Ils ont quand même testé Hernandez pendant 2 jours Ouais. pendant les essais Superbike, donc on verra ce que ça donne. En Ouais. théorie, ça devrait être lui. Mm. Bon, ça se trouve, ça peut être un autre pilote, on sait pas. Mm. Steph, un petit quelque chose à rajouter sur les motos 2, moto 3? Non, mais j'attends que ça reprenne parce que maintenant que je connais les noms, je suis Ouais, moins ça a un changé, tu vas voir, hein. usurpateur. Non, et puis surtout, comme ça a été déjà évoqué, et ma petite marotte KTM ne fait que grossir parce qu'on a vu qu'elles ont fini en fanfare. Je parle donc du Moto 2.
Ouais. Là, j'attends ça, et puis en me projetant 1 an à l'avance, la version Triumph aussi. Je Enfin, on triche devrait... en me disant mes expectations pour dans plus de 365 jours. Ah non, parce que de toute façon, pour le coup, on va en voir prochainement. Hein. Tu sais, il y a le règlement propose 10 jours d'essai par team, je crois, ou par constructeur pour ça, justement, pour mettre au point la Triumph pour l'année prochaine. Donc, on devrait pouvoir voir des images de la KTM avec la Triumph prochainement. Tu les verras mieux que nous, parce que c'est vrai que nous, depuis notre canapé, en fait, voir des moi je suis pas sûr que ça changera grand chose que je les vois. Par contre, quand ils se bastonneront les uns avec les autres, ça ce sera marrant. Mais quand tu dis qu'elles courront, mais elles seront en essai, nous les pécores on les verra pas, si? Oh, bah non, tu les verras pas, c'est sûr, tu les verras pas rouler pendant un Grand Prix, tu les verras, ce sera sûrement des essais privés, mais il y aura des photos. Ouais. Je pense qu'il y aura justement des la... photos de certaines personnes qui sévissent dans le paddock, tu veux dire? Voilà, c'est ça. En vrai, Ah, c'est ça. Même ça, c'est bien. l'avantage des essais privés, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos qui peuvent être faites. Donc, c'est pour ça que tu vois, par exemple, là sur les essais de Jerez, t'as pu voir Pramac qui faisait une caméra embarquée sur derrière la roue avant de la Ouais. enfin, De des choses comme ça. Petrucci, ouais. Ouais, de Petrucci. T'as VDS qui a fait une caméra embarquée sur Marquez, enfin sur Alex Marquez, des choses comme ça. Mais ils ont pas fait rouler un 2 temps, je sais pas Si, qui, là. Suter. Ouais. Ouais, parce que Suter a développé une 500 MMX, enfin une 500 2 temps. Ouais. Donc il s'amuse à rouler sur plusieurs circuits. Et donc là, c'est Eskil Suter, le patron, qui a roulé à Jerez. C'est un pilote. Le dernier Suisse avant Tom Luthi à être en catégorie Rennes, d'ailleurs. D'accord. Et en parlant des trucs un peu bizarres, les motos électriques, ça en est où Il y en aura Elles sont en train de charger, je crois. Non, mais il était question qu'il y ait un championnat parallèle. Ouais. Mais... Donc, si je te conseille la lecture du GP Racing de ce mois-ci, j'ai fait un article justement sur la Dorna où on présente où justement Carmelo Espeleta parle de ce projet-là. Donc, c'est pas un projet, ce sera pas un championnat selon lui, ce sera plus une coupe du monde ou quelque chose comme ça, qui serait en parallèle des Grands Prix, avec la même moto, ce sera la même moto pour tout le monde, et voilà, donc ce sera, alors je sais plus quelle année ce sera, mais très prochainement. Je crois qu'il parlait de 2019, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est 2019, mais je voulais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. C'est ce que j'avais entendu dire. Capir aussi a essayé plusieurs versions de motos électriques de plusieurs constructeurs différents, et après ils vont se mettre d'accord sur le choix de la moto, et voilà. Et ce serait dans les mêmes week-ends que les Tout grands. à fait. Tout à fait, ce serait une espèce de... C'est pas un championnat, c'est ce qu'il insistait sur ça dans Quelle est la l'interview. différence alors si c'est pas un championnat par rapport à une coupe? Je crois que... con, mais... Je veux pas dire de bêtises, mais en fait, le championnat, derrière, t'as toutes les instances sportives et tout ça de la FIM, si tu veux. Ok. Bon, bah sur ce, la suite du programme pour toi. Tu vas bouffer de la poussière ou pas? On a le droit de le dire ou pas? Ouais, tu peux le dire, ouais. La semaine prochaine, je serai au Super Prestigio juste pour voir, pour couvrir l'événement, donc pour voir un peu les Français, donc parce que il y aura Fabio, il y aura Johan, Camayas, en tout cas dans la catégorie Super Prestige, il y a Vincent Philippe aussi, et ensuite dans la catégorie Open, il y a d'autres stars françaises comme Sylvain Bidard aussi qui sera là, donc ça va être intéressant. Il n'y a pas Marquez. Il se repose. Voilà, c'est ça. Il sera pas là. Donc on verra ce que ça donnera. Les portes sont grandes ouvertes pour celui qui veut prendre la victoire, donc je pense que ça peut être... Est-ce que Honda vient avec la même bécane que de Marquez pour un autre pilote ou pas? Je sais pas. Je pense pas. Ouais, je pense pas. Je pense qu'ils vont que... pas déplacer tout le HRC pour... Non, je pense pas non Si plus. c'est pas Marquez, ils se déplacent pas. Non, mais c'est vrai que ça va être intéressant, je pense, ça va être sympa. Après, c'est toujours des événements sympas, parce que l'atmosphère est détendue, tout ça, donc c'est quand même ça. Ouais. Ce sera mon premier Super Prestigio, donc on verra ce que ça donne. Ok. Et ben, de toute façon, on se retrouvera après ce rendez-vous pour faire à peu près le même genre d'émission. Forcément, ce sera un peu plus, je dirais pas long, mais on parlera que du MotoGP ce coup-là. Et on se retrouvera pour débriefer aussi. Thomas, merci beaucoup d'avoir participé. Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous, surtout que tu nous éclaires un petit peu sur ta proximité déjà des pilotes et des teams. Donc c'est vraiment sympa de ta part d'avoir pris du temps pour venir parler avec nous. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir convié, c'est sympa.
depuis le temps que vous m'invitez et qu'à chaque fois je repousse parce que je n'ai pas le temps. Mais oui, mais tu vas faire des belles photos, tu reviens avec des Voilà. articles, donc on peut pas non plus. Exactement. C'est ça. En intersaison, on est plus cool, on a plus Voilà, de c'est ça. temps, voilà. Exactement. Donc on en profite. Moi, je te vois comme John Travolta dans Pulp Fiction, qui était l'homme de la situation à Amsterdam, tu sais, Ah l'envoyé oui, spécial. exact. Bon, c'est pas pour comparer jusqu'au bout parce qu'il finit mal, mais c'est mon agent à Amsterdam, et là tu es notre agent worldwide. Ok. Bon, sur ce, Eh ben, on se dit à bientôt. à bientôt. Salut, salut. Salut à tous. Salut à tous, Ciao. ciao.